Partie de notre vidéo consacrée au Grand Prix du Brésil avec cette fois-ci nos tops et nos flops, petite tradition de retour au stand. Alors Clément, on va commencer par tes tops et tu as mis Charles Leclerc. Charles Leclerc donc qui n'a pas eu une course facile, on l'a dit plus tôt dans notre première partie. Charles Leclerc qui est finalement termine quatrième, qui aurait pu terminer troisième. Et encore une fois, on a eu une fin de course, une autre tension dans une autre écurie. On a eu les tensions Red Bull, on a eu les tensions Ferrari, avec une nouvelle fois Charles Leclerc qui s'est montré désespéré, très en colère envers les stratèges et Ferrari et puis tout l'entourage Ferrari. Tu l'as mis dans tes tops et j'imagine que c'est par rapport à la remontada d'abord qu'il a faite. Ouais, il a pointé au 18e ou 19e rang, je crois. Après quelques tours, on l'a vu à 40 secondes de la tête de course, à 6 secondes de Verstappen. Il était dans les temps de Verstappen, il roulait quasiment même un dixième plus vite parfois, auteur d'une belle remontée, des dépassements plutôt propres. Il s'est fait ruiner sa course par Lando Norris, ça on l'a dit. Et oui, il y a cet incident de fin de course. Entre lui et l'écurie, il aurait bien aimé obtenir la troisième place, sauf que il était sous la menace de Fernando Alonso et potentiellement de Max Verstappen. Ça aurait été compliqué d'inverser les positions. Carlos Sainz, lui, a tout fait finalement pour mériter son podium. Donc, c'était pas facile de prendre une décision, mais en tout cas, il est revenu de très loin. Je pensais vraiment en direct Verstappen dans le top 6. Je le voyais pas forcément Leclerc à ce niveau-là, puisque la Red Bull est censée être plus rapide, mais sur les grandes courbes de ce magnifique circuit d'Interlagos, la Ferrari était intéressante sous des conditions plutôt chaudes. On a vu le rythme de Sainz très intéressant, que ce soit le samedi ou le dimanche. Il a mérité en tout cas son top 4, sa quatrième place, Charles Leclerc, avec une relance de course un petit peu plus compliquée sur les derniers tours, malgré des bons pneus. Bon, bah voilà, il va devoir se battre avec Checo Pérez pour la deuxième place au championnat du monde et les petits titres entre guillemets, de vice-champion du monde. Mais j'ai bien aimé sa course pour ce qui est de la zone mixte et des mots au micro de Laurent Dupin. Oui, on le voit sur son visage, il ne le cache pas, toute sa déception, toute l'incompréhension concernant les stratégies Ferrari. Je pense que ça va bouger cet hiver à Maranello parce que la saison a été vraiment beaucoup trop compliquée en termes de stratégie, de tout. On pensait vivre vraiment quelque chose d'intéressant avec Ferrari. On a vibré à les 6-7 Grands Prix et après on est retombé dans nos travers. Et Ferrari, je n'ai pas envie de dire peut tout perdre, mais c'est un peu cette expression. Charles Leclerc peut terminer troisième et donc ne pas être vice-champion du monde, et Ferrari peut encore perdre la deuxième place au championnat du monde. Et on le sait à quel point c'est important, puisqu'il y a des pourcentages passés en usine et ces sommes d'argent importantes allouées aux constructeurs. Mais pour ce qui est de la course, en tout cas, Charles Leclerc a été très bon. Il faut un peu préciser aussi le post-course, puisque Carlos Sainz a dévoilé en zone mixte qu'il n'y avait pas eu de consigne par rapport au fait de faire passer Leclerc, mais il a dit qu'il l'aurait fait par rapport notamment au vice-championnat, à la place de vice-champion du monde que joue encore Charles Leclerc. Donc voilà, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de tension entre les deux pilotes, mais en tout cas, Charles Leclerc est bien entendu en colère après son Très écurie. amateur. Bon, franchement, quand on Ça fait sait très amateur. que Non, telle équipe se bat pour. Alors, est-ce que c'est les constructeurs qui comptent plus? Est-ce que c'est les pilotes? Mais bon, ça doit être des choses qui sont censées être anticipé. réglées. Mattia Binotto n'était pas là. Il est en train de développer la voiture 2023 en Italie, à Maranello. C'était Laurent Mekies qui était là avec d'autres stratèges. Mais on est sur un flou, même pas artistique, on est sur un flou ridicule. J'ai mis Leclerc également dans mes tops. J'ai mis Magnussen, on ne va pas revenir là-dessus, mais Magnussen qui a fait la pole vendredi. Tu as mis Fernando J'aurais Alonso. aimé le voir. J'aurais aimé voir Magnussen en condition de course.
voilà, Mick Schumacher a terminé 13e derrière Vettel et Zhou, mais j'aurais aimé voir Magnussen aller un petit peu plus loin dans cette course. Il était rapide tout le week-end, facile sur cette piste brésilienne. C'est un petit regret, je dois l'avouer. Ouais, puisqu'il a fait partie un peu des 7 acteurs, des 7 principaux acteurs de vendredi et samedi. Donc, c'est vrai qu'il aurait mérité de courir un peu plus, Kevin Magnussen. Donc, Fernando Alonso, ton deuxième top. Ouais, j'ai pas aimé son attitude de vendredi soir où il se plaignait en disant ah voilà c'est encore un pilote de plus qui ne me respecte pas en ne nommant pas Esteban Ocon alors qu'il est plutôt fautif. Là voilà, on l'a vu combatif, on l'a vu vraiment bien avec la bonne attitude à la radio, en étant content de dépasser. Il a été rapide en course. Voilà, c'est ça aussi, ça fait partie des regrets parce que cette Alpine, elle est pas fiable, mais quand elle l'est, qu'est-ce qu'elle est rapide, Ouais. qu'est-ce qu'elle est rapide, elle fait partie des 4 meilleures équipes, voilà, elle est 4e pour l'instant, et elle devrait le rester au classement constructeur, mais elle mériterait des podiums parce elle est vraiment ultra performante, et dans les grandes courbes, on voyait qu'elle avait des facilités de pilotage, un Esteban Ocon qui a fini heureux, mais c'est vraiment Alonso qu'il faut mettre en avant, il aurait pu à quelque chose près viser le podium, je pense, mais combatif. Et voilà, avec la mine réjouie, on préfère ça que de le voir s'en prendre à la terre entière en zone mixte. En tout cas, on a vu, oui, il a un changement d'attitude, ça c'est clair. Il a dit d'ailleurs que en zone mixte, il y a un petit mea culpa en disant que Esteban Ocon et lui avaient regretté ce qui s'était passé vendredi, les attitudes, tout ce qui s'était passé vendredi, voilà, a été et samedi ont été un peu balayés avec des sourires, avec cette 5e place. Et j'allais dire autre chose, c'est que Fernando Alonso était capable de titiller un peu les Ferrari, tout ça. Donc l'Alpine, malheureusement, comme tu dis, n'est pas fiable, mais quand elle l'est, bah, elle est capable de faire de belles choses et voir de très bonnes choses. Malheureusement, peut-être l'année prochaine avec un autre pilote, Pierre Gasly, qui lui ne fait pas partie des acteurs principaux à chaque fois des Grands Prix, mais qui pourrait, voilà. Il y a un gros travail. Il y a un gros travail cet hiver, que ce Ouais. soit en France ou en Angleterre. J'ai des gros espoirs. C'est pas le côté chauvin qui parle, mais voilà, c'est une marque mythique dans le paysage automobile, dans la F1. Ils ont une stratégie, que ce soit digitale ou voilà, de communication qui est très bonne. Donc, on aimerait vraiment voir Alpine se battre pour plus de top 5 et même un petit peu plus. Voilà, il y a du boulot tout l'hiver sur pas mal de choses. On sait que ça a toujours été un petit le défaut quand même de cette équipe, même chez Renault à l'époque, chez Lotus. Donc voilà, au travail, les ingénieurs, les mécaniciens, et il se pourrait que les jours soient bien, bien meilleurs, même s'ils sont déjà pas mal à partir du mois de mars. Exactement. Et on peut aller que vers le mieux de toute façon, ça c'est clair. Pour ma part, donc on va passer au flop parce que ton dernier top, hein, c'est le spectacle. Donc Ouais, mais on peut quand voilà. même y revenir. C'est une Ouais, piste, oui. c'est une piste vraiment excitante. Mm. Certes, le tour de piste ne fait qu'une minute 12, 13 pour les meilleurs. Mais voilà, ce fameux circuit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec une ligne de départ absolument très particulière en montée, ce S de Senna, la grande ligne droite avec le DRS ensuite, un public brésilien de connaisseurs. Voilà, Un même stade de foot. si Un stade de un foot. vrai stade, même s'il n'y a plus de pilotes brésiliens, Non. on se doit de penser au regretté Ayrton Senna, à Felipe Massa aussi, qui ont été des grands, Champion. pour lui qui a été un grand pilote, mais c'est un circuit vraiment, vraiment, vraiment top. On a eu une course sprint tellement bonne, un grand prix palpitant de A à Z. Il y a tout dans ce circuit, entre les courbes, les gros freinages, le fameux S de Senna qui est
tellement bon. C'est pour moi, avec l'enchaînement Beckett, Magot Chapelle, le plus beau, le plus bel enchaînement du championnat du monde. Mais d'ailleurs, le Grand Prix du Brésil a été noté sur Canal hier comme étant le deuxième meilleur Grand Prix de la saison derrière Silverstone. Donc voilà, ça rejoint tout ce que tu dis. C'est une Ne touchez piste. pas, ne touchez pas aux traditions. Tout le monde aime aller au Brésil. Le peuple brésilien aime la F1. Il faut re-signer. Il n'est pas question de faire un autre Grand Prix à Rio dans les rues ou je sais pas quoi. On a Interlagos, on y reste puisqu'on vit, on vit vraiment des week-ends terribles. Et je pense que hors Grand Prix, ça doit être sympa à Sao Paulo avec un Julien Febvre qu'on a vu avec la voix compliquée le dimanche. On ne sait pas trop ce qui s'est passé le samedi soir, mais la vie brésilienne doit être aussi palpitante. Samba, comme diraient certains. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a un pilote brésilien qui pourrait, dans le futur, intégrer le paddock. Un Pietro pilote, Fittipaldi, en l'occurrence, mais je ne pensais pas à lui, qui est pilote de réserve l'année prochaine, qui est pilote de réserve, si je ne me trompe pas. Hein. Il est je ne sais brésilien. pas. Drogovic, Oui, Felipe Felipe Drugovich. Drugovic, oui, qui est potentiellement champion de F2. On y reviendra dans le prochain podcast, Bien sûr, lundi avec prochain, plaisir. parce qu'il y a la. Oui, mais pour l'instant, il est sous contrat. Je ne sais pas encore s'il a signé son contrat, mais il est censé être pilote de réserve Jason Martin, oui. chez Aston Martin. Donc, Ah il a ouais, enfin un contrat puisqu'il n'avait pas de baquet en tant que pilote de développement. Donc, exactement. c'est bien. Il est quasiment champion du monde. Hein. Ou il est, non, il est déjà champion du monde, pardon. Bah, il est mathématiquement champion du monde, oui. Ouais. Oui, donc bravo à lui et il fera partie des peu de pilotes qui ne feront pas la bascule en étant champion du monde. Mais peut-être qu'on y reviendra un jour. En tout cas, il y aura du pilote américain. Mais il y a Le d'autres Brésil, peut-être plus tard. il y a d'autres champions du monde qui vont intégrer de Formule 2 qui vont intégrer l'année prochaine la Formule 1, Yannick De Vries et il y a Oscar Piastri. Donc Exactement. la génération est en train de se perpétuer, c'est magnifique. On a encore C'est ta génération surtout, Quentin. Oh, punaise. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'en perds mes mots. Ah oui, mon flop. Alors peut-être que la terre va trembler, mais oui, effectivement, j'ai mis Max Verstappen en Ah ouais, je flop. tremble. Ah, je tremble. C'est la première fois, je pense, que depuis le début de Retour au Centre que je l'ai mis. Enfin, de toute façon, on ne pouvait pas le mettre trop en flop cette saison, vu les performances. Mais voilà, je regrette beaucoup son attitude de fin de course, où il s'est montré, comme j'ai dit tout à l'heure, très arrogant, avec un ego surdimensionné qui ne lui ressemble pas forcément. Il dit jamais qu'il est fautif, mais un ego comme celui-là en disant moi on me demande pas ça, moi je ne fais pas ça, c'est très rare et j'étais beaucoup déçu. Et puis bien sûr Checo Pérez qui est très gentil, qui a tout fait pour que Max soit champion l'année dernière, qui a tout fait encore cette année du mieux qu'il le pouvait, qu'il a amené voilà Red Bull à être champion constructeur. Il a voilà, franchement, je suis un peu déçu de Max sur ce coup. Il est champion du monde, certes. Il a ce ratio de victoire, il pouvait encore aller chercher ce ratio de victoire, mais il ne pouvait pas gagner hier. Les Mercedes étaient trop forts. Donc, je ne comprends pas. C'est un peu décevant de sa part. J'espère qu'il y aura une meilleure attitude à Abu Dhabi. J'espère que voilà, il va se recentrer un peu, qu'il va. Bon, il s'est excusé auprès d'Helmut Marko, de Christian Horner sur son attitude de fin de course, ce qui est déjà bien. J'espère, alors on ne le saura peut-être pas, qu'il s'excusera auprès de Sergio Pérez ou alors qu'il essaiera de tout faire pour qu'il soit deuxième, pour qu'il soit vice-champion du monde. Mais en tout cas, voilà, c'est un Grand Prix à oublier, un week-end oublié pour Max Verstappen, qui en qualif ne s'est pas montré si étincelant que ça. La Red Bull n'était pas au niveau. Une course voilà, où on retient de lui une attitude assez déplorable. Ouais, ça fait un peu penser à une ancienne émission il y a quelques années. C'était You're Talking to Me. C'est à moi. Enfin, vous voulez vous en prendre à moi, le grand phénomène. Non, il n'a pas eu l'attitude correcte. Ouais. Je te l'accorde. Pour moi, il y a mon flop de l'année. Hein. De toute façon, ça sera les bilans. Il s'appelle Lance Stroll. Voilà, le Canadien qui est un danger public. Il a encore été dangereux, très dangereux, avec son pilote, le pilote de sa même écurie, Sébastien Vettel. C'était en qualif vendredi, en course sprint, non, en qualif
Non, Je ne sais plus. c'était la sprint samedi. Je ne sais plus. Mais bref, il l'a tassé. Ils étaient côte à côte et ils étaient en mode course. Donc oui, Il l'a tassé, net. il a fait n'importe quoi, il a pris quelques petits points de suspension sur sa super licence. Voilà, il peut être rapide, il sait le faire, il l'a fait avec une pole position en Turquie dans des conditions un peu spéciales, mais son visage de pilote dangereux, comme l'était un peu Ericsson ou Magnussen il y a quelques années, c'est terrible. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas où il veut aller, je ne sais pas ce que son cerveau fait à des moments, il a l'impression de lâcher, mais ce n'est pas possible de voir de tels agissements, il est insupportable pour cela, et j'aime pas trop le laxisme de la FIA le concernant, parce il aurait mérité cette année vraiment d'avoir une course de suspension. Il s'en sort bien, puisqu'il a été l'auteur de gestes, si ce n'est intolérables, parfois ignobles de sa part. Et je ne sais pas s'il va se mettre tout le paddock à dos, mais il y en a beaucoup qui lui en veulent. Il a la chance d'avoir son papa propriétaire de Astrol Martin, comme c'est si bien le dire Julien Febvreau. Mais voilà, il n'a pas vraiment l'attitude qu'on aimerait voir sur un circuit. Et j'aimerais pas qu'il y ait un pilote qui finisse entre quatre planches avant qu'on agisse. On a déjà eu beaucoup trop de drames. Et si en plus il était fautif, ça serait vraiment terrible pour ce si beau sport. Ce qui est incroyable aussi, c'est de voir Pierre Gasly sous la menace d'une race ban, alors que Stroll s'en sort avec quelques petits points par-ci par-là. C'est indécent de penser que Pierre Gasly est plus dangereux à l'heure actuelle que Lance Stroll au niveau des pénalités. C'est incroyable quand même. Voilà, ça fait partie de mon flop FIA qui, tout à l'heure, sur Yuki Tsunoda, a été pathétique en l'oubliant alors qu'on ne voyait que ça et que nous, on n'a vraiment pas les données alors qu'eux, ils ont un mur d'écran absolument extraordinaire dans chaque piste, dans chaque room, steward room ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est terrible de voir ça. Je ne vais pas faire de comparaison avec l'arbitrage français en Ligue 1, mais on n'en est pas loin quand même. On est multisport, on est multisport. On est multisport. Moi, je vais faire toutes les comparaisons possibles. Si on continue 5 minutes, je fais des comparaisons avec le squash et le golf. Je ne sais pas, mais non, c'est pas vrai. Mais bref, non, c'est pas possible. C'est pas possible de voir de telles choses avec les moyens qu'on a en 2022. Ouais. Je ne comprends pas. Et le barème de sanctions et les soucis voilà, avec des grues sur la piste. Et maintenant, on oublie le mec qui est entre le 4e et le 5e. Il faut vraiment que les instances de la FIA, je ne sais pas si mettre un coup de balai, mais en tout cas professionnalisent tout cela. Parce que là encore, je me répète, mais j'aimerais pas qu'il y ait un drame qui arrive à cause du laxisme et de l'incompétence de certaines personnes qui ne méritent pas finalement d'avoir des responsabilités dans ce sport. Ça fera partie de notre débrief de fin de saison après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et ce qu'il faut retenir en positif et en négatif de la saison, eh bien, c'est aussi la FIA et son fonctionnement, bien sûr, et son incompétence, malheureusement. Il va falloir trouver un barème. Il va falloir trouver un barème de points. Je ne sais pas si on va aller sur 10 ou sur 20, mais en tout cas, si c'est sur 10, la FIA cette année sera plus proche des 2 ou 3 que de la moyenne. Ou même sur 5. Mais bon, si on veut pas s'embêter. Mais bref. Dans ce cas, ça ferait 1 sur 5. On verra bien. Bon, eh bien, Clément, merci beaucoup. C'est la fin de cet avant-dernier podcast de l'année 2022, puisque voilà, la fin de saison approche. Il reste quand même 2 podcasts, on le dit quand même. Oui, bien sûr. Il reste Abu Dhabi et le bilan de l'année 2022. Et le bilan de l'année 2022, exactement. Donc, on n'a pas fini de se parler et de faire profiter de cette belle discipline qu'est la F1. Et tout à fait. Clément, à dimanche, à lundi, et puis bonne fin de semaine à toi. Et puis bon dernier week-end à tous du côté de ce beau circuit de Yas Marina, avec aussi l'épilogue de la F2, avec, on espère, Théo Pourchaire en tant que vice-champion du monde de F2. C'est très important pour lui, et Logan Sargent qui doit obtenir ses points de super licence s'il veut avoir le baquet de chez Williams, si je ne me trompe pas. Donc, tout à fait, ouais. Il y a des choses intéressantes jusqu'au bout.
Exactement, j'allais dire, il y a encore de l'enjeu, mesdames et messieurs. Suivez la F1, suivez la F2, il y a encore de l'enjeu. J'entends beaucoup de gens qui parlent de oui, il n'y a plus d'enjeu en cette fin de saison, Max Verstappen est champion. Non! Restez là. Restez là. Le Qatar Équateur ou je sais plus quoi, c'est pas grave. C'est pas grave, restez là. Il y a de la F1. Il y a de la F1. Exactement. Alors, il y a du rugby en même temps, mais il y a de la F1 surtout. C'est ça qu'il faut penser. On vibre encore et donc, eh bien, on a hâte de débriefer tout ça. Salut à tous, ciao, bonne soirée.